Bon, il est 14h04. Je vous propose peut-être d'attaquer ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Je suis Solène Dorier. Je suis chef de projet au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, alors, on va attaquer ce webinaire. Je vais vous demander peut-être de couper vos micros pour ceux qui le peuvent, pour faciliter le déroulé de ce webinaire. Je vous remercie. J'en profite pour vous informer que ce webinaire est enregistré afin de permettre un replay disponible à ceux qui n'auraient pas pu le suivre. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne souhaitez pas apparaître, à couper votre caméra. Pour ceux d'ailleurs qui nous ont signalé que leur micro ne fonctionnait pas, ne vous inquiétez pas. Il va être donc prévu en effet un temps d'échange et d'interaction, mais qui peut aussi se faire notamment via le chat. Donc je vous invite vraiment au fur et à mesure du déroulé de ce webinaire à nous poser des questions dans le chat qu'on récupérera et qui seront posées aux différents intervenants. Donc sans plus tarder, je vous propose du coup de rentrer dans le vif du sujet autour de cet enjeu donc de l'animation du réseau des référents en activité physique et sportive donc au sein des EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est là, on a prévu une durée maximum de 2 heures avec différents temps, mais sur lesquels on va revenir sans plus tarder. On va peut-être pouvoir du coup passer à la slide d'après pour vous présenter globalement dans les grandes lignes en fait ce sur quoi on va revenir. On reviendra dans un premier temps sur les contextes en fait de ce projet. On redira quelques mots évidemment des bienfaits de la pratique de l'activité physique et sportive dans les structures médico-sociales telles que les EHPAD. Et on parlera ensuite, après avoir s'être attardé sur la terminologie, sur finalement comment ce projet s'articule et surtout sur quel est ce rôle de référent en activité physique et sportive, quels sont les attendus, quel est le cadre finalement de tout ça, et surtout quelles sont les ressources sur lesquelles les référents en activité physique et sportive peuvent s'appuyer pour promouvoir et sensibiliser leur structure à ces enjeux. On aura la chance aussi d'avoir un témoignage qui illustrera aussi bien ce que peut être un référent en activité physique et sportive et quel rôle justement viennent aussi jouer les collectivités territoriales dans ces enjeux. Et puis en fin de webinaire, restez parce qu'on vous informera aussi de journées en présentiel qui auront lieu en décembre sur les différents territoires de la région. Parce que l'idée de ce projet, c'est aussi de favoriser les partages d'expériences entre référents en activité physique et sportive de tous les EHPAD de la région. Et donc, on prévoit aussi des regroupements qui auront lieu cette fois-ci en présentiel, pour lesquels on annoncera à la fin le déroulé et puis les dates retenues pour chacun des territoires. Voilà, donc nous, on est Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être pour vous en dire quelques mots, donc on est une association régionale. Il y a un Gérontopole par région en France à l'heure actuelle, avec différentes missions, mais globalement, on réfléchit à comment on adapte la société au vieillissement de la population. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup sur les parcours de ces personnes qui vieillissent et comment on travaille sur des enjeux de la santé, de la prévention de la perte d'autonomie, dont notamment l'activité physique en est un levier important, mais on va y revenir. Je vous propose peut-être de poursuivre sur des enjeux plutôt contextuels. Et je te laisse la main, Oui, Mathilde. je me présente, je suis du coup Mathilde, on reviendra un peu plus tard sur ma présentation, mais je suis également chargée de projet, qui est collègue du coup de Solène et de Perrine, mais qui est plus du coup sur le secteur de l'Auvergne. Donc pour se remettre un peu dans ce contexte, finalement, le vieillissement, c'est un enjeu majeur de notre société. Bien, en effet, avec l'augmentation de cette espérance de vie, il y a de plus en plus finalement de problématiques suite au vieillissement qui est là. En effet, l'avancée en âge, ça augmente le déclin, il y a un déclin finalement de nos capacités, ce qui augmente finalement le risque de développer des maladies chroniques, la perte d'autonomie et tous les risques finalement qui sont associés, comme le risque de chute.
Et finalement, cette sédentarité et cette inactivité physique donc participent et appuient finalement, accentuent les conséquences, les problématiques qui sont liées au vieillissement. Et on voit bien notamment que les personnes qui sont le plus touchées par cette sédentarité et cette inactivité physique sont donc les personnes âgées. euh, mais il existerait du coup un levier finalement, donc ce levier qui permettrait de contrecarrer finalement les conséquences de sédentarité et d'inactivité physique, et donc qui est bien sûr l'activité physique en pratiquant davantage une activité physique régulière. Cela permettrait justement de limiter eh bien, les conséquences du vieillissement. Donc je laisse la parole donc, à mes collègues. Pour la suite, du coup, pour les bienfaits, on a plusieurs thématiques qui reviennent. On sait que l'activité physique, c'est une thérapie du coup qui est non médicamenteuse. Donc, au niveau, elle va jouer énormément un bienfait au niveau mental, c'est-à-dire au niveau cognitif, notamment au niveau de la mémoire, de l'attention, mais également plus sur le versant du coup psychique, donc sur le stress, l'anxiété. Elle joue également un rôle du coup bénéfique plutôt sur la partie, on va dire, corporelle, donc plutôt, on va dire, sur la condition physique. Donc justement, ça va permettre de maintenir, améliorer cette force musculaire, la coordination, mais également l'équilibre, l'endurance, mais également plus sur le versant, elle joue son rôle du coup physiologique, justement en essayant de maintenir une bonne qualité de sommeil, de maintenir aussi un bon système, un bon fonctionnement du système immunitaire, et donc bien d'autres versants qui peut être du coup cités. On a également, elle joue également un rôle finalement au niveau social, indirectement, bien souvent, donc surtout quand on pratique en collectif, souvent elles sont pratiquées en collectif. Et finalement, cela permet de lutter contre cet isolement social que l'on voit très souvent du coup chez les personnes âgées et par conséquent permet d'améliorer la confiance en soi. Donc cet ensemble, du coup, finalement, cette activité physique participe du coup à limiter ce qu'on expliquait juste avant, les conséquences du vieillissement. Elle prévient donc des pathologies et des risques associés au grand âge. On peut noter notamment, comme dit précédemment sur l'autre diapositive, les risques du coup qui sont le risque de chute notamment. Ce projet qu'on a appelé RESAFS, il s'inscrit dans des enjeux qui sont régionaux et nationaux en fait autour de la santé publique. Et ce projet, il a notamment vu le jour grâce à l'ARS et à la DRAGES qui finalement dans cette volonté de renforcer la promotion de l'activité physique dans les structures médico-sociales, ont initié en fin d'année dernière un AMI dont le gérontopôle et pour la partie grand âge, se saisissent maintenant finalement de ce sujet. Et, euh, mais voilà, et peut-être qu'avant de rentrer dans le sujet, on voulait aussi vous présenter un petit peu les enjeux justement régionaux dans lesquels s'inscrit ce projet. Je crois que Madame Pouzet, côté ARS, vous êtes connectée. Oui, alors attendez, je mets la caméra. Voilà. Donc, merci pour cette première présentation du contexte. Alors, l'enjeu au niveau de notre région, notre feuille de route, c'est le schéma régional de santé, donc 2023-2028, avec un volet de promotion de l'activité physique dans les deux champs, le secteur âgé et le secteur des personnes en situation de handicap, avec plusieurs outils, les DAPAP et les maisons sport santé en lien avec la DRAGES. Un sujet qui préoccupe fortement le Gérontopôle, qui est partenaire depuis l'élaboration du plan régional anti-chute, donc avec des actions vraiment concrètes sur la promotion de l'activité physique adaptée, notamment. Vous avez aussi la loi du 2 mars 2022, promouvoir, rendre le sport accessible, avec notamment la nomination d'un référent en activité physique et sportive. Donc, les missions de ce référent ont été concrétisées dans le décret du 17 juillet 2023. Et c'est grâce à ce décret et à deux instructions de la DGCS du 2024 que nous avons élaboré avec la DRAGES cet appel à manifestation d'intérêt pour impulser une animation du réseau des référents en activité physique et sportive. Donc le Gérontopôle a
nous avons retenu la candidature du Gérontopôle pour le secteur personnes âgées. Donc, et ce déploiement, c'est concrètement des chargés de mission qui vous permettent en fait de vous appuyer dans votre élaboration de vos projets d'activité physique et sportive et de structuration d'établissements médico-sociaux sur cette thématique, avec l'expertise du Gérontopôle. Et ce sujet est en cours donc de déploiement depuis cette année. Peut-être mon collègue de la DRAGES est là pour parler de la stratégie nationale sport-santé, dont nous avons eu écho la semaine dernière à une réunion ministérielle. S'il n'est pas là, je peux en parler 2 minutes. Oui, je suis là. Je Ah, juste super. pas la caméra. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation nombreuse. Et donc, au Gérontopôle et mes collègues du RS, rapidement, la stratégie nationale sport-santé se décline en 12 grandes catégories. C'est surtout une politique interministérielle qui reconnaît et intègre le fait que, par exemple, nos services de l'Agence régionale du sport et le service du ministère des Sports, représentés par la délégation régionale académique jeunesse engagement sport, collaborent pour mener donc différents projets. Il y a le réseau derrière des maisons sport-santé, qui est aussi un enjeu de maillage territorial, mais bien sûr, au-delà, tout l'ensemble de l'écosystème sportif classique, de manière à pouvoir rentrer en lien et surtout permettre, c'est une des ambitions et la première d'ailleurs de la stratégie, de la pratique à tout âge et de favoriser donc tout ce qui permet de concourir à la meilleure santé de tout à chacun. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je pense que vous pouvez en prendre connaissance, puis je le remettrai dans la conversation si besoin, mais de toute façon, le document support vous recitera et sinon, vous pouvez très facilement l'accéder. Ouais, et puis juste pour précision, en octobre paraîtra donc tout ce qui concerne la stratégie nationale sport handicap qui est aussi en lien et fera des passerelles avec ce qui nous concerne aujourd'hui. J'espère d'être court, mais voilà, j'essaie d'être synthétique aussi. Et juste pour compléter, donc la stratégie nationale sport santé a un volet personnes âgées qui est intitulé Prévenir la perte d'autonomie des personnes avançant en âge par le sport santé. Donc aujourd'hui, on est vraiment au cœur de cette préoccupation et de mise en route d'activités physiques pour le grand âge. Alors, en termes d'éléments de cadrage, nous souhaitions vous rappeler les recommandations de l'HAS, l'ANAP qui a mis un ensemble de kits ressources sur son site. Bon, alors sur le handicap, il y avait le rapport IGAS sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Diapo suivante. Voilà. Donc là, en fait, c'était pour vous rappeler l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait lancé fin 2024, le nombre de structures concernées sur les 2 champs, et donc les attendus, constitution, animation de ce réseau, émergence et soutien de projets d'activité physique et sportive, au sein des établissements, en interétablissement et surtout en lien avec les partenaires locaux, avec une couverture territoriale et grâce à l'appui de chargés de mission rattachés auprès du Gérontopôle. Donc c'est un projet qui se décline sur 2 années. Donc la mise en œuvre, voici les objectifs poursuivis. Donc diagnostiquer les besoins des référents, donc ça fait partie de l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Les ressources et les compétences, aider à la montée en compétences des référents, favoriser la diffusion d'informations nationales et régionales, partage de bonnes pratiques, l'animation territoriale, ce que nous ne pouvons pas faire à notre échelle au niveau régional, ARS et DRAGES. Donc nous sommes pleinement satisfaits de l'implication du Gérontopôle sur cette thématique et son expertise. Accompagner les acteurs en développant les réseaux départementaux de proximité, créer des outils, aider à la cartographie des référents, le partage d'actions innovantes ou probantes. Ce qui est important aussi, c'est organiser la remontée des données d'information ARS et DRAGES. Donc nous avons à rendre des comptes tout simplement auprès de la DGCS et de la Direction des sports. Vous aider aussi à suivre des appels à projets que nous pouvons lancer, ARS et DRAGES, et puis organiser, structurer une instance de coordination territoriale. Et vous appuyer avec les dispositifs existants. Et nous avons cité le portail régional sport santé bien-être, les DAPAP, les maisons sport santé, l'annuaire régional. Voilà, il y a plein de choses qui existent et qu'il faut mutualiser et vous devez en prendre connaissance avec l'appui du Gérontopôle.
Merci à tous les deux pour ce rappel des éléments de contexte. Et avant de rentrer finalement vraiment dans le vif du sujet, on voulait revenir sur la terminologie propre en fait des termes qu'on va utiliser pour être sûr qu'on parle tous finalement de la même chose. Mais Mathilde, je te laisse intervenir sur ce sujet. Alors, comme du coup l'a dit Solène, donc on va revenir sur cette terminologie qui est employée autour de ce projet, le projet RESAPS. Donc finalement, le terme qui va revenir souvent, on voit notamment avec le référent en APS, donc l'activité physique sportive. Qu'est-ce que l'activité physique sportive? Eh bien, on peut faire en sorte que c'est du sport santé. Donc finalement, le sport santé, qu'est-ce que c'est? Ça contribue au bien-être et à la santé. Et finalement, cette notion de sport santé, ou bien finalement, on peut la montrer comme, enfin, la dire aussi également activité physique sportive cette notion-là, dans ce contexte ici, eh bien, elle englobe trois notions importantes qui est l'activité physique. Qu'est-ce que l'activité physique? Donc, elle a été définie par l'OMS comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne finalement une dépense d'énergie qui est supérieure à celle de repos et que l'on retrouve notamment dans toutes nos activités, surtout quotidiennes, de déplacement ou bien de loisirs. Elle englobe également la notion finalement d'activité sportive. On en est bien conscient finalement que c'est celle qui va moins concerner finalement nos seniors, nos personnes âgées, mais on peut tout de même des fois la retrouver. Donc, elle correspond finalement à un ensemble d'activités physiques qui est présent sous forme de jeux individuels ou collectifs et qui donne souvent lieu à des compétitions qui sont régies par des règles qui sont très précises et encadrées. Et celle qui va davantage finalement concerner notre public, qui est là donc notre public donc de personnes âgées, eh bien c'est finalement l'activité physique adaptée. Donc elle, c'est la pratique finalement d'activité physique, hein, qui est toute activité physique, sportive, de loisirs, quotidienne, de déplacement, finalement, qui sont basées donc sur les attitudes et les motivations des personnes qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, une personne qui a des troubles de l'équilibre, eh bien, peut-être que voilà, c'est un besoin qu'il faut réadapter son équilibre pour justement limiter les risques de chute et justement qu'elles ne peuvent pas pratiquer dans des conditions ordinaires. Ça veut dire que monsieur, madame untel a une aide technique, ce qui fait que ben, finalement, ça va l'empêcher de faire telle ou telle chose. Donc voilà, pour vraiment départager vraiment cette notion d'activité physique sportive qui vraiment englobe ces trois grosses notions que je viens de détailler, mais on est vraiment, enfin voilà, on est conscient finalement qu'on se place davantage sur le versant activité physique bien adapté, même si on peut se retrouver bien sûr dans les autres notions. Et je laisse la parole à Solène pour la suite. Donc très concrètement, comment on va procéder dans ce projet? Donc vous l'avez compris, promouvoir l'activité physique dans les EHPAD par l'intermédiaire de ce rôle du référent en activité physique et sportive sur l'ensemble des 930 EHPAD de la région. Et du coup, juste pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment on s'organise, donc on a divisé la région en trois territoires, l'ex-Auvergne, un territoire central et un territoire plutôt de l'est de la région, où vous aurez ben voilà, une personne référente, donc Mathilde pour l'ex-Auvergne, Perrine pour le secteur centre, et on est en train de recruter donc quelqu'un pour la partie est de la région. En attendant, évidemment, voilà, Perrine et Mathilde sont pleinement mobilisables sur l'ensemble de ces territoires, parce que l'idée, c'est bien de vous accompagner, en fait, vous, en tant qu'établissement qui n'aurait pas encore de référent, ou en tout cas en tant que référent, voilà, à vous renforcer finalement dans vos missions, à avoir une connaissance aussi de l'existence sur vos territoires, parce qu'on a bien conscience aussi que les écosystèmes, les dynamiques, et qu'il y a des spécificités en fait qui sont propres au territoire, et donc de vous accompagner aussi dans cette démarche-là. Et du coup, on a en tout cas défini un plan d'action pour mettre en place ce projet, donc sur la diapositive suivante, qui repose donc dans un premier temps sur un état des lieux des pratiques des EHPAD en termes d'activité physique. Donc cette première étape, on l'a mis en œuvre depuis le début de l'année, où on a fait, vous l'avez reçu très certainement d'ailleurs, un questionnaire pour faire un état des lieux, un diagnostic de
qu'est-ce qui se passe en fait à l'heure actuelle en termes d'activité physique dans les EHPAD? Est-ce que les EHPAD ont identifié ou non un référent et quels sont leurs besoins? Et donc là, ça va être aussi l'objet de ce webinaire. On va vous présenter les résultats principaux de ce diagnostic. Qui nous sert donc comme je disais, de moyen aussi de répertorier ce qui se passe à la fois dans les EHPAD, mais aussi autour des EHPAD, parce que l'idée, c'est aussi une ouverture sur la vie du quartier, de la ville ou du village. Donc aussi d'avoir, nous, une espèce de veille sur ce qui se fait en termes de pratiques d'activité physique sur les territoires. Et puis de construire, d'animer ce réseau des référents en activité physique et sportive et surtout de les accompagner, de les soutenir dans la mise en place opérationnelle d'une pratique sur l'établissement. Et évidemment, ensuite, mais en fait tout du long, on suit et on évalue l'impact aussi et comment finalement l'activité physique vient pas se généraliser dans les structures tout au long du projet qui, on le disait, va durer sur 2 années jusqu'à la fin 2026 en tout cas. Donc aujourd'hui, on se concentre plutôt sur la première étape, qui est celle de l'état des lieux, comme je disais, on a diffusé un questionnaire à l'ensemble des EHPAD de la région, qui s'adressait donc à la fois ou aux directions d'établissement ou aux référents APS quand il y en avait un dans la structure, pour donc réaliser un état des lieux sur les pratiques, sur les freins et les besoins aussi de ces référents au sein des structures, et de revenir sur la formation et les missions du référent APS. Donc c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. J'active mon micro, j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc, bonjour, Perrine Repers. Donc, moi, je suis effectivement sur le secteur centre de la région, mais effectivement pleinement mobilisable aussi sur les autres secteurs. Donc, je vous présente voilà, les résultats saillants, si je puis dire, du coup, du questionnaire qu'on vous a fait parvenir. Les premiers éléments qu'on souhaitait vous présenter, c'était déjà la participation des établissements selon les départements, parce qu'effectivement, on a 930 établissements donc on souhaite accompagner sur la région, ce qui est relativement conséquent, et on a eu 426 répondants. Donc ce qui est déjà plutôt favorable. On voit que donc, ça fait 46% des établissements contactés qui nous ont répondu. On voit qu'il y a encore des départements sur lesquels il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille voilà, faire peut-être plus de liens, s'identifier aussi comme acteur ressource sur la thématique. Donc voilà, notamment, on a mis en lumière notamment le Cantal, la Drôme et la Savoie. Mais l'idée, c'est que voilà, on soit pleinement disponible pour recueillir vos besoins, vos freins et tous les besoins, enfin tout ce qui vous serait pertinent en tout cas dans cette mission de référent activité physique. On souhaitait également revenir sur la présence du référent activité physique parce qu'effectivement, voilà, on l'a présenté rapidement donc en début. Ça a été du coup instauré par la loi de 2022, mis en application par le décret en 2023. Et donc, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, chaque établissement sociaux et médico-sociaux se doit de nommer en fait un référent activité physique parmi les salariés qui composent la structure. Donc, je pourrais bien entendu revenir sur cette mission qui, je suppose, doit relever beaucoup de questionnements et d'interrogations de votre côté. Mais d'ores et déjà, on voit qu'il y a quand même 57% des établissements qui nous ont répondu, donc 57% sur les 426 répondants, qui ont déjà désigné un référent activité physique en leur sein. Voilà, donc là encore on a présenté par département parce qu'il y aura bien sûr, comme le disait Solène, des accompagnements plus précis en fonction des localités, des spécificités du territoire. Donc c'était important pour nous de le remettre en lumière et voilà, il faut aller chercher et en tout cas, du moins, je pense, démystifier encore ce rôle de référent activité physique qui sera l'objet notamment de notre propos plus tard. Sur les référents activité physique identifiés, en majorité, ce sont des enseignants ou des éducateurs en activité physique et sportive ou du moins des enseignants APA également. Donc voilà, c'est ce terme APS vraiment très générique. On se rend compte que sur les répondants, il y en a quand même aussi qui évoquent que ce rôle-là a été intégré à leur fiche de poste. Donc en soi, on en a 39% qui évoquent comme quoi
quoi ce rôle de référent activité physique est vraiment inclus pleinement dans leur fiche de poste, 26 qui l'évoquent partiellement. Donc ça fait quand même 65% des référents qui ont normalement leur mission détaillée dans leur fiche de poste. Voilà. Pour détailler, effectivement, on a les animateurs aussi qui peuvent être identifiés comme référents activité physique, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, et puis peut-être un peu plus loin, on retrouve les directions d'établissement, les cadres de santé, mais les kinésithérapeutes. Mais on reviendra sur ce rôle de référent qui, effectivement, ne nécessite pas, si je puis dire, des compétences dans de l'animation de séance. Parce qu'effectivement, c'est une obligation d'identifier à ce référent activité physique, mais on est bien conscient effectivement que des fois, dans l'équipe, il n'y a pas cette ressource-là, et donc toute personne peut être identifiée, mais encore une fois, je pourrais revenir plus amplement sur le sujet. Un tour d'horizon sur l'activité physique et sportive dans les établissements. Donc, on a 86% des établissements qui ont répondu au questionnaire qui indiquent proposer de l'activité physique et sportive à leurs résidents. Donc, ce qui est quand même relativement confortable. Voilà, il y a encore une petite part d'établissements qui n'en proposent pas, mais certainement pour des questions qui sont d'ordre organisationnel et qui, de ce fait-là, nécessiteront aussi une pointe d'attention de notre côté. Les établissements qui proposent de l'activité physique et sportive, ils en proposent en majorité quotidiennement, une fois par semaine ou deux, trois fois par semaine. Donc c'est quand même assez régulier. Il y en a au moins une fois de façon hebdomadaire. Donc voilà, ça nous permet un petit peu plus aussi de cibler quel type de pratique vous avez au quotidien dans vos établissements. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir si l'activité physique et sportive était intégrée au projet d'établissement ou justement un projet individualisé des résidents. On observe que 22% des établissements répondants, ils l'ont intégré dans les deux cas, que ce soit autant dans le projet d'établissement que dans le projet individualisé des résidents. Donc ça doit être voilà, une part, enfin voilà, c'est quand même je sais pas si je puis dire, un quart des établissements, donc c'est très positif. On se rend compte également qu'il y a 11% des établissements qui l'ont intégré uniquement dans le projet d'établissement. Et sinon, pour d'autres, c'est intégré aussi dans le projet individualisé des résidents pour un quart d'entre vous. Voilà. Sinon, 30% ne l'ont pas intégré. Et là, il s'agirait aussi de comprendre pour nous, du coup, quels sont les éléments qui motiveraient ou qui freinent justement l'inclusion de cette thématique, ce levier phare, si je puis dire, dans les projets d'établissement et projets individualisés. Un point d'attache sur les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de l'activité physique et sportive. Pour en lister du coup les principales, hein, il a été identifié donc un manque de budget, un manque de financement qui semble assez important, notamment pour désigner et mettre en œuvre cette pratique d'activité physique et sportive, mais également un manque de temps pour pouvoir travailler justement sur ce rôle de référent activité physique et sportive. Voilà, il s'ensuit un manque de personnel, des manques d'espace dédié, etc. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on s'attachera à vous apporter, si je puis dire, des outils, des ressources pour développer ces difficultés et justement essayer d'y pallier ensemble. Les types d'accompagnement souhaités, ce dont vous nous avez fait part et qu'on va essayer justement de répondre tout au long de cet appel à manifestation d'intérêt, donc qui effectivement est sur 2 ans, c'est voilà, le principal souhait, si je puis dire, c'est l'aide à la recherche de financement. Donc on vous en présentera justement à la fin de ce webinaire et puis on y reviendra lors de nos prochains événements. Ça sera aussi un des points du coup d'attache de notre activité. Mieux définir le rôle, les missions, la fiche de poste du référent activité physique, mais également mettre en relation ces référents activité physique, justement tout ce réseau-là qui est en train de se construire, qui se développe au fur et à mesure, de mettre en réseau également tous les acteurs, toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'activité physique en direction des seniors. Donc voilà, c'est on va dire les missions qu'on va s'attacher
à remplir et il ne faudra pas hésiter à nous solliciter par email. Voilà, on sera ravis de vous transmettre en tout cas ces ressources tout au long du projet. Et pour répondre à une première interrogation qui est du coup, quel est le rôle? Qu'est-ce que, en fait, finalement, le référent activité physique et sportive? Donc comme je l'ai rapidement dit, ça a été instauré par la loi, en fait, du 2 mars 2022 qui indique qu'il faut, voilà, il est nécessaire, en tout cas, de désigner un référent activité physique et sportive dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, ça a été fait de plusieurs constats, plusieurs, éléments en fait, nationaux, qui ont voilà, souhaité que chaque établissement puisse déployer en tout cas cette pratique, dans les établissements. Il y a eu le décret d'application en 2023 qui précise vraiment les modalités de ce référent, les fonctions de ce référent-là et donc, on a essayé d'en cibler, enfin de moins d'en mettre en lumière pour que ce soit le plus clair possible. Donc, comment il est désigné ce référent? C'est en tout cas le rôle du directeur de l'établissement d'identifier la personne qui serait le plus à même d'avoir cette casquette de référent activité physique. Bien sûr, c'est sur la base de volontariat, la personne doit être informée, doit donner son accord et c'est une personne en tout cas qui doit faire partie des salariés de l'établissement. Parce que il me semble, que pour certains d'entre vous, la pratique d'activité physique est, comment dire? Effectuée par une personne externe, un enseignant en activité physique, un club, une association. Mais donc cette personne-là, en tout cas, malheureusement, ne peut pas être identifiée comme référent. En tout cas, c'est ce que le décret appuie vraiment, que ce soit une personne qui soit salarié de l'établissement parce que c'est les rôles en fait du référent ne sont pas dans de l'animation, mais vraiment dans de la sensibilisation et dans de l'information, autant des résidents que des familles, que des instances, que de nos collègues, de justement toute l'offre d'activités physiques et sportives qui va exister de façon interne à l'établissement, mais aussi de façon externe avec, tous les clubs, toutes les associations, toutes les structures en fait, de l'écosystème. Donc voilà, il a vraiment un rôle pivot, si je puis dire. C'est un peu une personne ressource sur tout ce qui est l'activité physique et comment on peut, justement, la promouvoir, auprès des résidents, auprès des familles et cetera. Donc c'est vraiment un rôle de communicant, si je puis dire, qu'a ce référent activité physique et sportive. C'est vraiment de faire du lien avec l'existant et d'informer, voilà, sur tout ce qui se pratique, aux alentours. Il a des missions qui peuvent être facultatives. Je les liste parce qu'il me semble qu'elles peuvent être, pertinentes pour certains d'entre vous en fonction de vos différentes, casquettes. Donc c'est notamment de proposer un plan personnalisé d'activité physique et sportive qui peut être fait avec le médecin traitant, avec le kinésithérapeute et qui va être élaboré et suivi avec les professionnels de l'établissement. Donc en fait, ce référent, il a un peu un rôle vraiment, voilà, pivot, central dans le sens où il va il va embarquer, si je puis dire, il peut essayer en tout cas d'embarquer l'équipe dans cette pratique d'activité physique et sportive, autant que faire se peut, parce qu'on se rend bien compte que c'est un levier en fait, de la santé des résidents, un levier aussi, du bien-être des résidents, mais également, pour la pratique en fait des professionnels et ça, on a un témoignage qui pourra justement vous faire part, de tous les bienfaits que en fait, on peut avoir quand on propose ou du moins quand on développe de l'activité physique et sportive auprès des résidents pour, justement, sa pratique professionnelle également. Hem un des points aussi qui est enfin énoncé dans le décret, c'est qu'il y a, ce référent, il a, une autorisation, si je puis dire, de formation. En fait, le directeur, il doit garantir un développement des compétences du référent via de la formation continue. Donc, voilà, si vous êtes référent, si vous le souhaitez, vous justement vous former, vous outiller, bon, bah, le Gérontopole-Aura en tout cas se positionne comme pôle ressources, mais, il ne faut pas hésiter justement à se référer à votre directeur pour qu'il puisse vous mettre en lien ou du moins vous faire, accéder à des ressources, de formation. Voilà sur ce rôle de référent. Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce qu'on peut y répondre? Du moins, on va essayer. N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou du moins à les mettre dans le chat peut-être dans un premier temps pour pas, qu'il y ait de difficultés ou du moins d'écho entre nous tous.
Bonjour, moi c'est Françoise Belmont à l'EHPAD de Sainte-Florine dans le 43. Et j'ai une question. Donc, je suis animateur donc à l'EHPAD, mais en plus, j'ai déjà donc les diplômes APA parce que je faisais à l'extérieur, le bien vieillir, l'équilibre, la mémoire. Mais est-ce que je peux l'exercer dans l'EHPAD? Est-ce que vous m'avez compris ma question? Vous nous demandez si, en tant qu'animatrice ayant une expérience dans l'enseignement d'activité physique adaptée, si vous pouvez la mettre en place dans votre structure. Voilà, c'est très difficile de mettre en place. Pour quelle raison? Parce que j'ai mon animation mon animation de la semaine, donc j'ai pas le temps de travail pour travailler sur la page justement. Ah oui, d'accord. Pour des contraintes oui, de logistique, en tout cas de charge de travail. Ouais. Il y a trop de L'idée, charge de travail. Ouais. L'idée, c'est, voilà, on distingue bien deux choses, en fait. Il y a le référent activité physique et sportive de la structure, qui, lui, est plutôt le garant de la promotion de l'activité physique dans sa structure. Et puis, il y a la personne qui va mettre en place les activités au quotidien, de manière hebdomadaire, peu importe, qui est parfois deux personnes différentes. Et dont parfois on va chercher l'expertise en externe parce qu'on l'a pas dans l'EHPAD ou qu'elle n'a pas le temps dans l'EHPAD aussi. Donc c'est des choses qu'on a pu voir dans certains EHPAD. Et oui, alors du coup, c'est pas moi. Moi, je suis référente, je suis animatrice et je peux pas mettre en place mes actions. C'est pour ça que je voulais avoir des aides, voir qu'on m'aide pour voir comment je peux mettre en place. Ouais, alors ça, on va y venir du coup dans une seconde partie où on va commencer à faire un listing de ressources, d'acteurs sur lesquels s'appuyer pour mettre en place de l'APA dans les structures. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat et qu'il y a une main levée. Merci. Madame Gelin. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. En fait, moi j'ai l'impression qu'on a une grande difficulté. Enfin, moi je suis enseignante en activité physique adaptée au sein d'une EHPAD en Savoie. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros souci auquel on est tous confrontés, c'est-à-dire qu'on a tous différents métiers entre animateurs, APA, kiné, psychomote, ergo, et qu'on n'a pas vraiment de cadrage pour gérer nos interventions en EHPAD. C'est-à-dire que déjà, là, on voit dans la conversation qu'il y a des difficultés de compréhension, j'ai l'impression, par les directions, par le corps médical, les cadres de santé, de la différence et de la distinction entre nos interventions sur le terrain. Et j'ai l'impression que ça, c'est un gros frein. Enfin, moi, ça fait que 6 mois que je travaille en EHPAD, mais j'ai dû créer mon poste. Et il faut savoir faire sa place et légitimer nos pratiques, que les aides-soignants comprennent ce qu'on fait, l'intérêt, pour que le résident adhère à la pratique. Parce que si déjà la direction elle a du mal à comprendre ce qu'on fait, que les autres collègues autour de nous qui gravitent autour de la réhabilitation comprennent pas ce qu'on fait, ben, ça va être difficile pour nous d'agir. Donc déjà, il faut il y ait un espèce de cadrage au niveau de l'établissement et que nos pratiques soient bien comprises. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une grosse difficulté pour nous déjà d'y voir clair dans tout ce panel d'intervenants, parce qu'on voit des animateurs qui proposent de l'APA, on voit des APA qui sont qualifiés d'animateurs. Il y a déjà un manque de reconnaissance de chaque profession, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'à notre échelle, on pourra y faire quelque chose? Je ne sais pas, mais je pense que c'est aux directions aussi de faire carte sur table et de clarifier les rôles de chacun dans les fiches de poste. Et voilà, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais il y a un vrai manque de reconnaissance dans les fonctions et un manque de compréhension par les acteurs autour, en fait, de nos pratiques. Je ne sais pas si certains me rejoignent. Oui, oui, oui.
Vous illustrez, alors visiblement oui, hein, ça suscite des réactions qui vont dans votre sens vous illustrez aussi ce qui ressort du questionnaire, hein, du diagnostic qu'on a pu réaliser. C'est ça, c'est ce besoin de sensibilisation autour de que non, en fait, un kiné, c'est pas un EAPA et c'est pas non plus une psychomotricienne, que chacun a ses spécificités, ses objectifs, ses approches, et qu'il y a en effet une méconnaissance du grand public, mais aussi de professionnels des structures. Et donc ça, c'est un enjeu primaire. Enfin, je crois qu'on vous rejoint tous là-dessus. Je ne sais pas si ça suscitait d'autres réactions. Je vois qu'il y a une main levée. Alors, on ne vous entend pas. Alors, je vois pas votre nom, je m'excuse. Je vois votre prénom, Yasmine. Non, bon, on ne vous entend pas. En tout cas, il y a un rôle, voilà, il y a un enjeu de pédagogie qui est fort, ça c'est important. Ce que j'entends, c'est visiblement qu'il doit s'adresser aussi aux directions des structures. Donc, nous, ça nous fait réfléchir aussi sur les suites du projet à donner et peut-être qu'en effet, une information, une sensibilisation sur à proprement parler qui peut faire quoi, dans quel cadre et comment, bah, ça serait peut-être aussi un enjeu fort. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je me permets de compléter du coup ce qu'avait dit justement Solène à propos de cette concurrence enseignant APA et les autres métiers, enfin concurrence, je ne sais même pas si on peut appeler vraiment ça une concurrence, mais en fait anciennement j'étais enseignante en activité physique adaptée, donc je connais très bien cette difficulté qu'il peut y avoir justement à être reconnu par les établissements et montrer que finalement l'APA, l'activité physique hein, adaptée notamment, a totalement sa place autant qu'un ergothérapeute, qu'un kinésithérapeute, qu'une psychomotricienne. Et finalement, enfin voilà, finalement, je pense que ce référent en activité physique sportive que veut mettre en place ce projet RESAP, justement, aurait pour but justement de finalement d'être celui qui sensibilise aussi la direction de cette EHPAD et qui justement remette un peu chacun à sa place. Finalement, il a un peu aussi ce rôle, enfin, si je me trompe, Solène, dis-le moi, mais je le vois aussi d'un côté d'un cadrage finalement voilà, qui permet de développer finalement l'activité physique, mais aussi également de remettre et de savoir finalement qu'est-ce que l'activité physique, vers qui s'orienter finalement, qui est le plus à même à répondre, à mettre en place et voilà, sensibiliser autour de cette activité physique. Ah, je pense que vous m'entendez? On vous entend. Ah, bonjour. Excusez-moi, c'était mon micro qui, voilà, j'arrivais pas à l'activer. Oui, bonjour à tous. Je suis Madame Berwal, coordinatrice vie sociale et animation sur les établissements du CIS du Grand Annecy. J'arrive donc, je voulais savoir, parce que sur les appels à projets que nous avons eus par rapport à l'APA, je voulais savoir, nous, moi, j'ai sur des établissements des animateurs et des animateurs dans chaque site. Par contre, quand on a eu l'APA, on a les intervenants APA qui, eux, sont spécialisés et qui arrivent à être mis en place par leur entreprise spécialisée. Mais les référents de vie sociale que nous avons, qui sont voilà, l'équivalent d'animateurs, s'occupent de mettre en place les activités d'APA dans chaque établissement, s'occupent de les programmer et de suivre les bilans avec cet intervenant spécialisé APA. Est-ce que c'est vraiment ça le rôle du référent APA que vous souhaitez? Le référent APA, il est avant tout l'ambassadeur, on va dire. Mais en fait, on ne s'attend pas à ce qu'il travaille seul. Et je rebondis sur une question aussi du chat, c'est qu'il peut s'appuyer sur d'autres professionnels de la structure, sur des prestataires extérieurs pour décliner opérationnellement l'activité physique dans la structure dans laquelle il se trouve. Voilà. Donc, nous, on répond bien, si je comprends bien, à ce… Oui.
Voilà. C'est très souvent, parce que ce qui est ressorti aussi, on nous a dit, ben, nous, on a identifié un référent, mais en fait, il est très seul, il n'a pas toujours les compétences, parce que bah, parfois, c'est l'animatrice ou quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est aussi notre rôle, en tout cas, de lui montrer qu'il a des ressources autour de lui sur lesquelles il peut s'appuyer pour voilà, mettre en place ça de manière très opérationnelle dans sa structure. Voilà, entouré de soignants, voire quelques questions parfois pour la participation avec la cadre de santé, l'IDEC, l'infirmière coordinatrice, avec moi-même qui met en place aussi ces actions-là. Et c'est vrai que le temps, nous, on ne demande pas à l'animateur d'animer, mais il y a toujours un suivi de bilan, choix des participants, cadrage de l'action, la programmer. Et quand on parle APA dans l'établissement, on va aller chercher justement ce référent de vie sociale. Moi, le but pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire un peu comment nous, on fonctionne, si ça peut aider certains. Ça ne donne pas une charge spécifiquement lourde à l'animateur, puisque ce sont des actions qu'on intègre dans notre quotidien. Et l'animateur, il est là justement pour la prendre comme une activité, une action, vu qu'il y a un spécialiste qui s'occupe de l'activité de l'atelier. Donc, il ramène les gens, il recense, il inscrit, il est en contact avec les soignants par rapport à ces activités, il les met en place, donc il met un planning, reçoit la personne qui s'occupe de cette activité-là qui est spécialisée APA, et il gère ça comme une autre action, une autre activité de son programme d'animation. Voilà comment nous, on fonctionne sur les 8 EHPAD que nous avons sur le CIS du Grand Annecy. Voilà, c'est une configuration possible, en tout cas. Oui, tout à fait. OK, bon, ben, merci. Je vous laisse prendre la suite. Je m'excuse, je ne vois pas votre nom, Angélique. Allez-y. Oui, alors bonjour. Alors je suis animatrice, je suis Angélique Alves, animatrice à la résidence Yves Perrin de Chaumérac. Alors l'APA, on en pratique depuis de nombreuses années, à savoir qu'il y a eu des périodes où on avait des sponsors pour nous payer un intervenant APA. Voilà. Et depuis 2 ans, on a fait des appels à projets où c'est directement le département qui nous fait un intervenant APA. Mais entre-temps, il arrive que pendant 1 année ou 6 mois, le temps que les projets se remettent en route, on n'a plus d'intervenant APA d'un projet d'une année sur l'autre. Donc, ça fait un trou au niveau budget. Donc, du coup, on n'a pas d'intervenant. Et il se trouve que pendant ce temps-là, malgré que je suis référent APA, alors tout à l'heure, j'entendais que ça donne plus ou moins de travail. Ben, si, ça nous donne quand même du travail. Parce qu'au niveau d'animation, il faut quand même qu'on aille repérer les résidents qui vont pouvoir faire de l'APA. Il faut qu'on fasse le lien entre le personnel et que les résidents soient prêts, parce que nous, l'APA, c'est le matin, que les résidents soient prêts pour l'heure définitive. Donc, c'est à nous de faire un tour de couloir pour que les résidents soient prêts pour descendre à l'APA. Donc, c'est quand même du temps. Il faut les répertorier, il faut les marquer sur des listes. Il faut le mettre dans NetSoin. Nous, c'est le logiciel NetSoin pour marquer qui est venu, qui n'est pas venu, voilà. Tout ça, c'est un temps de travail quand même supplémentaire. À savoir aussi que quand on n'a pas d'APA, du coup, c'est l'animateur qui ne va pas faire de l'APA réel, mais qui va faire, enfin, moi, personnellement, je vais faire des jeux sportifs. Ça ne sera pas de l'APA, mais ça sera des jeux sportifs pour que les résidents continuent d'être dans une logique. Parce que pendant 6 mois, si on ne leur met plus d'APA et qu'au bout de 6 mois, on leur remet, ils sont un peu perdus. Et comme c'est quand même une activité où ils sont en demande, du coup, c'est l'animateur qui fait le lien aussi pour faire un relais s'il n'y a pas d'APA ou si l'APA est en vacances, parce qu'il n'y a personne qui reprend la suite. Voilà. Donc, je veux dire, on est quand même un gros lien en étant référent, mais aussi on a un lien pour que ça perdure dans l'établissement, même s'il n'y a pas d'intervenant APA. Oui. Voilà, mais on ne va pas appeler ça APA, mais on va faire des jeux, je sais pas, des jeux de ballon, des jeux de mémorisation en coordonnant des mouvements, des choses comme ça. Mais on va pas, moi, personnellement, je ne me permettrai pas d'appeler APA puisque je ne suis pas intervenant APA, mais je suis juste référent. Mais je vais faire des jeux qui y ressemblent.
Tout ça pour pallier le lien si jamais il n'y avait pas de référent APA pendant une période assez longue. Voilà. En effet, le référent peut aussi être ce fil rouge en fait que vous décrivez, qui va être le garant d'une continuité d'une action qui se verrait interrompue pour X ou Y raison. Ouais. Merci pour ce partage. On va peut-être prendre encore les deux mains levées, puis je m'excuse, il faudra qu'on avance. On va répondre en fait à des questions que je lis dans le chat, donc je vous laisse la parole. Eva, et puis... Après, moi, si je pouvais rebondir, là, je vois sur le chat qu'il y en a qui se posent vraiment la question de savoir est-ce que quelqu'un qui n'est pas APA peut être référent APS dans une structure? Moi, de mon point de vue, je pense que c'est possible. Si vraiment il n'y a pas d'APA, pourquoi pas? Mais alors, il faut que la personne, elle redirige les résidents vers la personne ressource ou la plus à même de pouvoir dispenser un peu d'activité physique. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment créer dans les structures un parcours APA à part entière. Effectivement, une animatrice, elle ne va pas consacrer son temps entier à faire tout ce qui tourne autour de l'activité physique, de l'organisation des séances au traçage sur des logiciels. Je pense qu'il faut, enfin moi du moins, c'est ce que je suis en train de créer dans ma structure, c'est un parcours de réhabilitation pour les résidents en partenariat avec les kinés présents, c'est-à-dire clarifier toute la prise en charge rééducative et ça passe par la mise en place de bilans. Parce que qui est à même de savoir si un résident a besoin de kiné, d'APA, d'un ergo, bah, c'est pour le professionnel et du coup, il faut qu'il mette en place des tests. Et ça va légitimer nos pratiques et on pourra aussi faire valoir les bienfaits de l'activité via des résultats concrets. Donc, je pense que il faudrait peut-être un cadre de réhabilitation, enfin un coordinateur de la réhabilitation, comme un cadre de santé, comme il en existe un cadre de santé où il y a bien des rôles dans certaines structures, des coordinateurs d'animation. Bah, là, on ferait des coordinateurs de rééducation ou de réhabilitation, suivant le terme qu'on souhaite. Mais, et qu'il y ait des protocoles, en fait. Il faut créer nos protocoles nous-mêmes pour clarifier, en fait. Je pense. Et après, s'il n'y a pas il y a pas d'APA, bah, si le référent il redirige bien ou faire. Enfin, après aussi, les structures, si elles ne peuvent pas faire appel à des intervenants extérieurs, il faut qu'elles investissent pour créer des postes d'APA, quoi. C'est aussi ça. Souvent, ils n'ont pas l'argent pour ou ils ne veulent pas le faire. Et c'est difficile. Enfin, voilà. Merci. Je rebondis sur un commentaire dans le chat qui dit qu'en effet, c'est compliqué que le référent APA, le référent de la structure ne soit pas un enseignant en activité physique adaptée. On en a bien conscience et dans un monde idéal, toutes les structures auraient leur propre enseignant et ce serait le référent. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, il faut aussi avoir conscience que chaque établissement fait avec sa réalité, ses moyens, que le référent, dans un monde idéal, est en effet un enseignant APA, mais est peut-être parfois l'animatrice, la psychomote ou un kiné. Et donc que malgré le fait qu'ils n'aient pas tous même le socle de connaissances sur l'APA, à nous aussi de leur apporter ce socle minimum et puis de lui faire prendre conscience qu'il y a un réseau sur lequel il peut s'appuyer autour de lui, en fait. On prend encore une intervention et puis je vous propose de passer à la suite. Laurence, peut-être. Oui, si c'est bien à moi que vous vous adressez. Oui, j'entends beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression que par le terme, j'entends beaucoup de questions relatives ou de remarques concernant enseignants APA, kinés, etc. Mais il me semble que depuis longtemps, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans des EHPAD, qui sont des éducateurs sportifs, qui ne sont pas enseignants APA. Je pense à par exemple, des encadrants de PGV, des choses comme ça, qui ont des formations spécifiques pour encadrer des personnes âgées avec des problématiques, etc. Et donc, ces personnes-là aussi peuvent intervenir dans les EHPAD.
Donc voilà, il ne faudrait pas les oublier non plus parce quand on emploie le terme, alors ça c'est une des priorités de la stratégie nationale sport santé aussi, de définir un petit peu les termes pour savoir ce qu'on entend par APA, activité physique adaptée. Et l'activité physique adaptée peut être aussi dispensée par des personnes qui ne sont pas enseignants APA. Et alors c'est vrai que c'est l'idéal, mais ça a un coût. Il n'y en a pas partout. Si je prends l'exemple par exemple du Cantal, vous aurez des difficultés à trouver des enseignants APA. Alors des enseignants APA, c'est ceux qui ont fait des études à l'UFR STAPS. La licence activité physique adaptée et santé. Voilà, mais vous aurez du mal à en trouver dans le Cantal, par exemple, ou peut-être dans certains établissements de l'Ardèche, voilà. Et donc, vous pouvez tout à fait faire appel à des prestataires, des prestataires extérieurs qui sont autres. Voilà, tout dépend comment dire, des limitations qu'ont les personnes, effectivement. Et d'autant plus s'il s'agit de prescription d'activité physique par le médecin traitant, effectivement, il vaut mieux avoir un enseignant à pas. Mais il n'y a pas que eux. Voilà, je voulais apporter cette précision-là. Bien sûr, merci. L'intérêt de l'APA, c'est aussi la complémentarité des approches avec les différents professionnels. On vous rejoint pleinement. Alors moi, si je peux me permettre d'intervenir, bonjour, je suis Sandrine Bruneton, je suis la directrice de l'OSPA, l'Office stéphanois pour les aînés. On intervient en EHPAD avec des professionnels APA, donc on intervient sur plusieurs EHPAD sur Saint-Étienne et sa proche couronne. On a effectivement parmi les professionnels qu'on fait intervenir des titulaires de la filière STAPS, mais pas uniquement, puisque certains de nos éducateurs sportifs sont aussi aptes à dispenser l'activité physique adaptée. C'est pas seulement les gens qui ont une licence STAPS. Et aussi les personnes, j'ai mis là dans la discussion ce qu'il y a sur l'assurance maladie, et aussi les personnes titulaires d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée. Voilà, ce qui est aussi notre cas. Le CNOS de l'Allier, je ne sais pas qui y a derrière, je vous laisse conclure sur ce temps d'échange. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si Oui, tout marche. Ok. on vous entend. J'ai mis dans le chat un visuel que nous, on a proposé notamment à nos CPTS, justement pour informer sur les qualifications requises. L'ensemble des activités physiques et sportives sont codifiées par le Code du sport. Et quand il s'agit de sport sur ordonnance, il y a des diplômes ou des qualifications supplémentaires qui sont requises, mais selon la DRAGES, quand il s'agit de limitation fonctionnelle minime ou qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle, un enseignant qui a un BPGEPS ou un DE peut tout à fait le faire, ou un CQP ou un TFP avec une formation fédérale santé. Donc, il n'y a effectivement pas que la nécessité d'un profil APA. La seule chose qu'ajoute le profil APA, c'est qu'en fait, le profil APA, il peut aller sur des limitations fonctionnelles beaucoup plus importantes sans avoir besoin de refaire de formation fédérale santé derrière. Un DE ou un BP qui a une carte pro, il doit refaire une formation fédérale santé dans sa discipline et il ne peut pratiquer que dans son champ disciplinaire. Alors que les APA sont transdisciplinaires, voilà, et tout public. Mais en soi, s'il n'y a pas cette question d'ordonnance, n'importe qui peut proposer une approche basée sur le bien-être, la motricité, la mobilité du corps, dans le respect de la santé, parce qu'en fait, c'est le code du sport qui implique qu'on ne mette pas les pratiquants en danger. Donc, j'entends qu'il y a des débats qui puissent être faits sur les formations et ce genre de choses, mais en tout cas, la loi, c'est ce qu'elle dit. Donc, je vous ai mis un visuel là-dessus. Et après, du coup, sur les interventions en EHPAD, effectivement, il n'est pas nécessaire d'avoir un APA. C'est mieux pour la structure parce que ça permet d'être sûr d'avoir un encadrement de qualité sur ces questions-là. Mais légalement, en tout cas, c'est pas une obligation. Merci pour ce mot de conclusion. On ne manquera pas d'ajouter votre visuel au support si vous nous le permettez. Oui, pas de souci.
Justement, on vous propose de laisser la parole à des personnes qui interviennent justement en EHPAD et qui vont du coup témoigner de leur pratique et en tout cas vont tenter de rendre ça concret en fait de ce que peut faire un référent ou pas d'ailleurs dans les EHPAD. Manon et Maud, si vous souhaitez activer vos micros et prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va intervenir à deux voix aujourd'hui. Donc, on est dans le département de l'Isère et plus précisément dans le Grésivaudan. Votre micro s'est coupé. Ah, vous m'entendez là? C'est bon, merci. Bon, je ne sais pas à partir de quand ça s'est coupé du coup. Donc, je disais on intervient au sein de l'EHPAD de Frauges dans le Grésivaudan. Moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. Salarié du comité départemental olympique et sportif de l'Isère pour la communauté de communes de Grésivaudan et je m'occupe de la maison sport santé Prescribouge. Moi, c'est Marion. Je suis animatrice à l'EHPAD Belle-Vallée. Et voilà. Donc, l'objet de ce témoignage, c'est de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en est venu à travailler ensemble et surtout comment on travaille ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de choses qui étaient déjà mises en place au sein de l'EHPAD, hein, parce que depuis le début, il y a eu une animatrice qui a été nommée à temps plein. Oui, c'est ça, à temps plein, où elle propose du coup tous les matins des séances, enfin des jeux. On appelle ça de la gymnastique douce. Donc, c'est les personnes où ils sont assis. Et tous les matins, on propose ça pour du coup pour avoir un petit repère pour les résidents. Et Il y a eu, donc ça a été mis en place parce que l'animatrice était à 100%. Et puis, il y a eu en 2023, je crois, si je ne me trompe pas, le label Terre de Jeu qui a été obtenu par la communauté de communes Grésivaudan et qui a permis de mettre un cran un petit peu au-dessus à ces séances déjà proposées avec des interventions plutôt temporaires par donc des enseignants APA, par des clubs sportifs au sein de l'EHPAD à travers un programme. Je ne me trompe pas. Oui. Et puis en 2023-2027, donc 2023, il y a eu le contrat local de santé qui a été mis en place par la communauté commune du Grésivaudan avec plusieurs axes de développement, notamment un axe autonomie. C'est là qu'il y a une convention qui a été signée entre le comité départemental olympique et sportif de l'Isère qui porte la maison sport santé et le DAPAP Prescribouge pour pouvoir, on va dire, non seulement accompagner le public du Grésivaudan sur une reprise d'activité physique, mais également accompagner l'EHPAD de Frauges sur un programme sport santé. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu la complémentarité qu'on peut avoir, puisque la référente sport santé, ce n'est pas moi, hein, moi je ne suis pas salariée de l'EHPAD, c'est bien Marion, qui a bien la mission d'animer, c'est-à-dire de faire en sorte que l'activité physique soit développée au sein de l'EHPAD et que tout le monde se sente concerné. Et moi, je suis vraiment là pour pouvoir l'accompagner avec le côté expertise, on va dire, sur comment arriver à, on va dire, à faire en sorte que tous les acteurs au sein de l'EHPAD soient partie prenante et que l'activité physique devienne quelque chose de pérenne, en gros. Donc, pour que ça devienne pérenne, mon rôle, ça a été d'informer en fait toutes les semaines en disant attention, Manon va venir cette semaine. C'est la continuité des activités qu'on fait tous les matins. Il y a tel jour où elle va venir, Manon, leur dire tels résidents doivent être prêts. Manon arrive à savoir qui a les capacités de participer à cette activité-là. Et ça a été assez long, mais à l'heure d'aujourd'hui, les résidents, ils sont pratiquement tous prêts. Ils savent que le vendredi, il y a Manon qui vient
mais c'est un gros travail. On fait des affiches toutes les semaines, on change les dates, on met sur NetSoin, enfin voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça commence à être ancré pour les soignants, pour qu'ils savent que les résidents soient prêts. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux différents rôles des intervenants, c'est que quotidiennement, il y a des jeux, des jeux sportifs, de la mobilisation douce qui est faite par l'animatrice. Et moi, j'interviens une fois par semaine sur de la gym équilibre avec des plus petits groupes où les personnes sont debout. Donc, sur une séance avec des personnes qui ont beaucoup plus de risques de chute qui ont été évaluées pour pouvoir compléter. Si c'est possible, juste de passer à la diapositive suivante, voilà, qui vous présente un petit peu le programme qu'on a imaginé pour que ça soit pas juste des choses qui soient, enfin, un programme qui dure que temporairement et que tout le monde surtout soit concerné. On a mis en place 3 axes. Un premier axe qui est vraiment centré sur le résident, avec un objectif de maintien de l'autonomie au maximum. Et donc là, on agit, donc c'est ce que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire qu'il y a une partie faite par l'animatrice qui est compris dans son temps de travail, hein, c'est-à-dire que l'activité physique, pardon, la mobilisation fait partie d'une animation en tant que telle, qui va être plus sur de l'animation assise, donc sans risque, de manière quotidienne. Et puis également mon intervention à moi qui va être plus sur des choses ciblées sur l'équilibre avec un plus petit groupe, de manière à travailler sur l'équilibre postural et également sur toutes les autres composantes de la condition physique. On a aussi un rôle d'intervention auprès des soignants de manière à ce qu'ils limitent l'usage du fauteuil roulant, puisque même si eux ne vont pas animer des activités, ils ont quand même un rôle à jouer pour veiller à ce que la sédentarité soit la moins possible présente, hein. Même si on met de l'activité physique tous les jours, si les gens sont assis tout le reste de la journée, il va y avoir peu d'effets. Et puis, notre rôle, c'est aussi de pouvoir acheter du matériel adapté et de faire le lien avec les kinésithérapeutes personnels des résidents, notamment en leur faisant part d'observations qu'on a pu avoir sur des séances. Et ça va dans les 2 sens. Le kiné peut très bien voilà, donner des points de vigilance. Et nous, on peut très bien revenir vers lui pour lui donner des observations qu'on a pu voir en séance. Et puis l'idée, c'est de pouvoir aussi donner enfin, mon rôle en tous les cas, c'est de pouvoir accompagner aussi l'animatrice sur des idées de jeu fait en toute sécurité, de manière à ce que ce soit varié et que ça puisse tout travailler, pas seulement la condition physique, mais aussi l'estime de soi, le lien social, etc. Un axe 2, on est parti du principe que pour que les soignants soient vraiment partie prenante, il fallait qu'ils y voient de l'intérêt. En leur avançant que c'est pas bien que pour les résidents, mais que c'est bien aussi pour les soignants pour pouvoir soulager les soins. Plus les personnes sont autonomes et plus c'est facile pour elles de pouvoir prodiguer les soins en toute facilité. Donc, on est intervenu en tout début de programme, avant de pouvoir proposer notre programme, on est intervenu auprès de tous les soignants pour leur expliquer vraiment ce que ça allait pouvoir induire sur leur travail au quotidien et comment eux aussi pouvaient faire participer lors des soins la personne de manière à ce qu'elle soit plus participative, leur montrer que ça allait pouvoir avoir des impacts aussi sur leur travail futur. Donc là, il y a tout un travail qui est fait au niveau de l'accompagnement actif, au niveau de la prévention sur tout ce qui est des troubles musculo-squelettiques, et puis pouvoir aussi les former, les sensibiliser à la mise en mouvement du résident. Ça fait écho à ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur la nécessité que les personnes ne soient pas assises trop longtemps. En tous les cas, pas toute la journée. Et puis, l'idée aussi, et là, ça va rejoindre un petit peu tous les échanges qui ont eu avant sur les différents rôles entre animateurs, aides-soignants, APA, kiné, etc. L'idée, justement, c'est de clarifier le rôle de chacun, de fédérer autour d'un programme en montrant que chacun a son rôle. Même les familles ont été mises dans la boucle.
Et l'idée, c'est vraiment de montrer que chacun, à son échelle, peut avoir un objectif et des axes de travail, et tout ça par résident. C'est-à-dire qu'il y a un projet collectif pour l'établissement, mais chaque résident qui va être concerné a aussi son propre projet, avec pourquoi pas, parfois des réunions collectives pour pouvoir rendre compte et réévaluer les gens. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais l'idée, c'était vraiment de montrer l'idée, c'est que le référent soit, enfin, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, hein, c'est que le référent soit pas seul dans sa structure, qu'il puisse être épaulé par quelqu'un d'extérieur. Donc là, les personnes extérieures, c'est moi, donc enseignante APA, qui suis au sein de la communauté de communes, pour apporter le côté expertise de la mise en place d'un programme d'activité physique. Voilà. Mais c'est bien l'animatrice qui est garante de faire en sorte que tout le monde reste dans le bateau, en gros, et puis que les résidents soient bien toujours prêts quand il faut faire l'activité physique, les motive à venir un petit peu tous les jours. Donc c'est comme elle qui est vraiment l'animatrice de ce programme. Si vous avez des Merci questions, du si coup. j'étais assez claire. Oui, merci beaucoup Manon et Maud. Et Marion, pardon. Et Marion, pardon. Je me suis trompée. Pour du coup, est-ce qu'on peut laisser un temps d'échange pour les personnes qui auraient des questions à vous poser justement sur l'articulation peut-être entre vos deux missions? Voilà, est-ce que vous pourrez prendre quelques questions? Yasmine, si vous souhaitez activer votre micro. Oui, je veux bien, merci beaucoup. Oui, en fait, ma question, c'est que merci beaucoup, hein, en tout cas pour ces informations et ce témoignage qui me rassure, parce que ça se passe un peu comme ça avec nos animateurs. Mais je voulais savoir, vous êtes le prestataire qui intervient dans ces EHPAD. Vous ne faites pas partie de l'EHPAD, c'est ce que j'ai bien compris, c'est ça? Donc non, moi je ne fais pas partie de l'EHPAD, je fais partie de la communauté de communes du Grésivaudan. Voilà, d'accord. Que nous, on a un intervenant extérieur, en fait, c'est un peu l'équivalent de ce que vous représentez, qui sont spécialisés dans l'APA, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, Voilà. c'est ça, hein. C'est grâce à ce conventionnement qui a eu lieu entre le comité olympique et puis la communauté de communes. Et nous, c'est suite à un appel à projet où on a pu justement payer un peu des prestataires. C'est une entreprise, hein, c'est une société qui intervient avec des agents diplômés. Donc, effectivement, c'est un peu l'équivalent. Cette personne, nous, elle est avec le référent de vie sociale. C'est cet accompagnement dont vous parlez. Moi, j'essaie de me rassurer que tout se passe bien chez nous, en fait. C'est tout à fait ça. Parfait. Bon, bah, je suis rassurée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à ce témoignage qui montrent en effet concrètement comment peuvent s'articuler les missions de référent avec l'enseignant en APA et avec les professionnels de la structure, quels qu'ils soient d'ailleurs? Éline, je vois que vous levez la main. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Ouais, ok, parfait. Moi, j'avais une petite question. Donc, moi, je suis Éline, je suis ergothérapeute. J'ai aussi la casquette APA d'avant, mais du coup, je suis employée en tant qu'ergothérapeute. Et du coup, je voulais me poser la question concernant tout ce qui est évaluation de l'intégration de votre programme. Du coup, comment ça se passe? Qui fait les bilans? Du coup, est-ce que vous faites des bilans d'évaluation d'entrée dans le programme? Comment ça se passe? Combien de personnes vous touchez, du coup, avec votre programme? Et voilà, c'était un petit peu mes questions là-dessus. Oui, alors effectivement, il y a des bilans qui sont faits, des bilans initiaux et puis des bilans de mi-parcours, hein, on va dire.
Nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est que c'était plutôt soit sur le volontariat, ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, ça a plutôt été la détection. C'est-à-dire, cette personne-là, je vois que ce serait bien qu'elle puisse faire l'activité physique. Et il y a vraiment un bilan initial qui est fait à chaque fois, hein, pour donner des objectifs. Ok. Très bien, merci. Et la file active, peut-être, je ne sais pas si vous avez répondu, comment elle a évolué. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'ai une question. Allez-y. Là, dans votre programme d'APA, du coup, vous dites que c'est vous qui avez fait la démarche d'aller vers les résidents pour leur proposer. Vous avez eu aucun membre, enfin, aucun médecin qui vous aurait orienté des résidents pour de l'APA? Ou comment vous avez procédé par rapport à ça? En fait, on demande, pendant les transmissions, parce que en tant qu'animatrice, je vais aux transmissions et je leur demande déjà, à votre avis, les résidents qui sont arrivés, vous, vous pensez qu'ils peuvent aller à la gym, oui ou non? Les soignants sont les premiers à être avec eux, donc à avoir leur capacité. Des fois, c'est détecté au niveau des soignants. Après, s'il y a des problématiques d'épaule ou de, je sais pas, musculaire, là, on va se tourner vers le médecin qui valide ou non l'activité. Donc, c'est à vous, en tant que professionnel, de tout le temps aller solliciter le médecin pour savoir comment vous devez travailler. Non, c'est pas dans ce sens-là. Donc, C'est Enfin, moi, ma question que je me pose, c'est que moi, en tant qu'APA, des fois, je m'aperçois que c'est à moi de décider. Enfin, oui, c'est à moi de décider si un résident a besoin d'APA ou de kiné parce qu'on a très peu d'informations de la part du corps médical pour savoir comment prendre en charge des résidents. Et moi, souvent, je me pose la question de ma responsabilité parce que moi, là, je suis censée agir sur prescription médicale. On m'a dit, ma direction, ah non, non, pas de prescription médicale. Sauf que moi, s'il arrive quelque chose avec un résident qui est responsable, si j'ai pas de traces écrites comme quoi le médecin m'a explicitement dit de prendre en charge en APA. Enfin, après, ça, je déborde, mais vous, je sais pas comment vous avez agi par rapport à la responsabilité. Il n'y a pas de notre côté, il n'y a pas de prescription médicale. Le médecin valide la demande qui a pu être faite soit par les soignants, soit par les animateurs, mais il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire la demande, c'est-à-dire qu'il y a... Ouais, non, Par exemple, un soignant constate qu'une personne manque d'équilibre ou une personne est trop sédentaire ou trouve que son autonomie diminue. Dit qu'elle trouverait pertinent qu'il puisse faire l'activité physique. Et là, le médecin donne simplement son aval, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication. Mais ce n'est pas forcément le médecin qui propose un premier abord l'intégration d'une personne. Sachant aussi qu'on ne se met pas de limite, on n'a pas vraiment de limite. En fait, dans tout ce qui est séance assise, entre guillemets, on est vraiment sur la mobilisation douce. Donc, il n'y a pas vraiment de... Enfin, comment dire? On ne se donne pas de limitation au niveau du nombre, hein. On est plus sur la motivation des gens à venir. Par contre, sur les séances où les personnes sont debout, on sait qu'il y a toujours un risque de chute en cours de séance. Donc là, il y a vraiment une limitation. Oui. Oui, non, après, je suis d'accord. Mais c'est ça que je trouve un peu flou dans ce système, c'est que, contrairement à d'autres structures médicales ou médico-sociales, c'est que c'est un peu à nous d'aller à la pêche aux infos ou de toujours aller demander l'aval. Et ça, c'est fatigant, c'est pas à nous. Enfin, moi, quand je vois le nombre de prescriptions de kiné qu'on a, alors que c'est des ordonnances d'APA, sauf que comme les médecins savent pas ce que c'est, ils marquent kiné, 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 c'est toujours à nous d'aller un petit peu à la pêche aux infos. Et niveau juridique ou responsabilité, je sais pas trop comment ça se passe. Si une animatrice dit ouais, je vais faire de l'APA avec un tel et qu'un tel il tombe et qu'il y a une fracture, hospitalisation, qui c'est qui est responsable si c'est écrit nulle part. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de flou dans les. Il y a certaines structures, le médecin il prescrit point barre et là on sait les contre-indications parce que souvent j'ai l'impression que nous on connaît pas particulièrement. Enfin, on a accès aux dossiers médicaux.
Mais souvent, les médecins, ils marquent même pas les contre-indications. Enfin, après, ça, c'est une autre. Si c'était de la gym très douce sur chaise, il n'y a pas de souci, mais même. Bon, après, c'est une autre question plus responsabilité ou juridique que je me pose, mais je sais pas si dans d'autres structures, comment vous faites. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir, veut partager la façon dont il voit les choses? Mathilde, Manon, qui levait la main? Moi, oui, bonjour, je suis Manon Poudevigne. Donc moi, je suis enseignante en activité physique adaptée et j'interviens en tant qu'auto-entrepreneur sur plusieurs EHPAD. Et j'ai la même question concernant la responsabilité des animatrices, enfin des animateurs qui proposent de la gym douce et notamment, alors de la gym douce sur chaise, il y a quand même beaucoup moins de risques. Mais quand je vois sur le programme du DAPAP qu'il y a de la gym douce debout, je me demande s'il y a un accident durant la séance animé par une animatrice, comment ça se passe? Si le patient tombe et qu'il se casse les dents, par exemple, ou une fracture du col du fémur, on fait quoi si c'est l'animatrice qui anime? Parce que légalement, ça me pose question réellement. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre, hein. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une histoire de terminologie, hein, théoriquement, pour pouvoir proposer de l'activité physique sous rémunération, en tous les cas. Il faut qu'il y ait une carte d'éducateur sportif derrière, hein. Après, c'est pour ça qu'on va sur tout ce qui est jeu de ballon. Voilà, on est toujours un petit peu dans la terminologie et c'est vrai que c'est un petit peu flou. Mais c'est pour ça que ça m'étonne que le DAPAP, que je connais bien parce que je suis en Ardèche, donc je travaille beaucoup avec le DAPAP de l'Ardèche et même le DAPAP de la Drôme. Mais je suis étonnée de voir que le DAPAP monte un programme d'activité physique adaptée, parce que ça ressemble réellement à un programme d'activité physique adaptée, hein, ce qui a été présenté précédemment, mais animé par une animatrice. Alors, les séances de gym douce existaient déjà avant, hein. L'idée, c'est de pas de. Moi, le fait que je sois arrivée, l'objectif, c'est pas d'enlever ce qui se faisait déjà, parce que l'objectif, c'est quand même que les gens bougent. C'est plutôt d'enrichir. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui encadre certaines séances. Voilà. Moi, quand je suis arrivée, j'ai pas enlevé des choses. Il faut que les gens bougent. C'est ça qu'il faut retenir. Après, je suis d'accord avec vous sur certains flous juridiques qui peuvent exister. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un DAPAP, un CDOS, ou est-ce que côté ARS, Dragès, vous vouliez réagir? Oui, moi je veux bien réagir. Donc Laurence Castet de la Dragès. La responsabilité, c'est toujours la responsabilité de l'encadrant, quelle que soit l'activité physique, que l'on soit en EHPAD ou hors EHPAD. Il y a des diplômes et avec des prérogatives d'encadrement. Donc, tant que la personne a les diplômes qui correspondent à ses prérogatives, et d'autant plus si elle cherche à maintenir ses compétences et à monter en compétences, en cas de difficulté, le législateur, il sera sensible au fait que la personne a cherché à monter en compétences, à les maintenir en compétences, etc. Après, là où je pense qu'il faut vraiment s'interroger, c'est sur ce que l'on fait avec ces résidents en EHPAD. Effectivement, si c'est de la gym douce, ben effectivement, on sera plus couvert effectivement si on détient une licence STAPS-APA, parce on a vraiment la formation adéquate pour ça. Cependant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des animations qui sont simplement du bouger plus, sans prescription médicale, qui peuvent aussi apporter aux résidents en EHPAD. Voilà, donc
j'ai bien vu tous les commentaires. C'est pas récent cette opposition entre licence TAPS-APA et les diplômes d'éducateurs sportifs, etc. Et c'est vrai que on est à la fois pour la structure, le SMS, à la fois pour la personne qui va encadrer, c'est plus rassurant et dans un cadre. Et effectivement, la licence TAPS-APA, c'est ce qu'il faudrait dans l'idéal. Mais quand il s'agit de faire bouger des résidents, et en établissement, ce peut être simplement du bouger plus, ben, il peut y avoir d'autres pratiques que de l'EAPA. Alors, je ne sais pas si je réponds bien aux questions, aux remarques, mais voilà, dans l'idéal, STAPS-APA, vous vous couvrez, mais c'est pas toujours possible et il y a d'autres possibilités comme les BPGEPS, etc. pour le bouger plus, notamment s'il n'y a pas de prescription. Voilà, c'est pas que je veux alimenter le débat, mais c'est un débat qui est récurrent, qui ressort tout le temps. Et je rappelle qu'il y a des textes de loi dans le Code du sport qui cadrent les prérogatives d'encadrement. Et dès lors qu'on rentre dans la prescription d'activité physique, le cadre légal est beaucoup plus restrictif. Et là, il convient vraiment de faire attention parce que s'il y a un problème et qu'effectivement, vous n'avez pas le diplôme et la formation adéquate, là, vous risquez d'avoir un problème. Mais hors prescription, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, il convient vraiment de différencier en et hors prescription. Je ne sais pas voilà, si je suis claire. Pour ces précisions. Si. On va prendre une dernière question. Noémie, je crois que vous levez la main. Et après, il faudra qu'on passe à la suite, notamment aborder des ressources et des pistes de financement. Noémie, Oui, moi j'avais une question sur le champ d'action du coup de l'APA, enfin de l'activité physique et sportive surtout. Moi j'ai des problématiques pour pouvoir proposer ces activités au plus grand nombre parce qu'on a des activités physiques, des éducateurs APA qui viennent en prestataire ici, mais du coup seulement pour des interventions en groupe. Et j'aimerais pouvoir proposer des choses un peu plus en individuel pour les personnes les plus grabataires. Et je me sens souvent démunie pour leur proposer des choses parce que je ne trouve pas d'activité vraiment qui pourrait être adaptée à eux. Je me demande comment pouvoir élargir et sensibiliser le plus de monde possible. Alors, excellente. Madame Castet, peut-être vous Oui. Non, je n'ai pas fait exprès de lever la main. Non, mais c'est vrai que là, voilà, tout dépend des limitations des gens et de ce qu'on propose dans l'établissement, mais je n'ai pas la réponse là à votre question pour les personnes grabataires. Peut-être c'est plutôt les kinésithérapeutes et les ergos qui peuvent intervenir. On va vous présenter quelques ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Évidemment, la liste ne sera pas exhaustive. Si à la fin, on n'a pas répondu à une de vos interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous et on viendra apporter des compléments d'informations, notamment quand il s'agit de publics spécifiques ou d'approches individuelles. Je vous propose peut-être de passer à la suite et puis voilà, je pense qu'on y reviendra. Merci Solène. Donc effectivement, on vous propose maintenant d'aborder tout ce qui est outils, ressources existantes. Donc en premier lieu, on vous a remis, enfin ou du moins on vous met, on vous partage les guides en fait de l'ANAP, donc l'Agence nationale d'appui à la performance sanitaire et médico-sociale, qui a déjà bien travaillé sur le rôle de référent activité physique et qui a sorti notamment des guides et une boîte à outils relativement bien fournie en fait sur déjà qu'est-ce que le référent, comment il est désigné, quelles sont ses missions. Donc il y a des guides qui sont à destination du directeur de l'établissement pour qu'il puisse justement s'informer sur ce rôle de référent. Et il y a des guides également sur vraiment
plus opérationnel sur voilà, les missions et clarifier vraiment le rôle de référent qui, je me permets, je reprécise, est vraiment à titre d'information et de communication sur ce qui existe en termes de pratique d'activité physique enfin, intra-établissement et aussi inter-établissement. Voilà, donc c'est une boîte à outils de la NAP qui est assez large. Il y a des modèles de conventions de partenariat aussi pour travailler justement avec des clubs, avec des associations, avec tout type d'acteurs. Il y a des modèles d'affiches de communication pour identifier, voilà, pour vraiment communiquer sur les offres qui existent. Donc vous pourrez, voilà, on vous a mis le lien et on vous partagera bien sûr le support pour que vous puissiez retrouver en fait ces ressources et en prendre connaissance. Une autre ressource qu'on voulait vous partager. Hop. Donc, il y a l'ONAPS qui, il me semble, en plus, doit être présent, aujourd'hui. Donc, c'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité qui, justement, enfin, voilà, développe des outils spécifiques à destination, de tout public. Et là, ils sont en train ils souhaitent en tout cas développer une gamme aussi à destination des personnes âgées. Donc le site est bien, fourni. Il y a des infographies, il y a des vidéos pédagogiques, des outils, voilà tout un tas d'outils que vous pourrez effectivement, vous saisir. Donc on vous invite également à pouvoir aller, le visionner et je ne sais pas si Lucille ou Alicia, vous êtes présentes et si vous vouliez, compléter en tout cas sur, les apports, et sur les outils qui sont les vôtres. Oui, bonjour. Vous entendez? Oui, très bien. Oui. Donc, merci en tout cas pour cette mise en avant d'outils. Oui, tout à fait. En tout cas, on a tout un ensemble d'outils de sensibilisation vraiment sur l'activité physique et la sédentarité qui sont vraiment clés en main. Vous avez déjà à l'heure actuelle une déclinaison de 6 infographies, de 6 petites vidéos pédagogiques pour vraiment sensibiliser bien sûr le public cible, mais également tout l'entourage à l'importance de pratiquer une activité physique et de lutter contre les comportements sédentaires. Et comme vous l'avez bien dit, effectivement, c'est des supports qu'on souhaitera décliner pour le public des personnes âgées. Tout ce qu'on produit, en tout cas, il y aura vous pouvez aller sur notre site, tout est mis à disposition. On a une boîte à outils et puis tout un ensemble d'autres productions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Lucille. Avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à aller visionner, les outils qui existent donc sur leur site. Je vous ai mis également sur la diapositive donc une fiche, un outil, on va dire, de l'ANSES qui voilà, identifie les recommandations pour les plus de 65 ans. Donc voilà, en fait, c'est vraiment tout type d'outils qu'on vous a essayé de vous présenter. Bien sûr, c'est pas exhaustif, mais voilà, c'est pour que vous ayez aussi, de l'information et des outils pour, justement, voilà, être plus informé ou du moins vous outiller sur la pratique d'activité physique et sportive. Je passe la main à Mathilde. Et bien, du coup, pour compléter ce que vient de dire justement Perrine, notamment, il y a l'ARS Centre-Val de Loire qui, elle, a mis en avant à travers finalement des affiches simples quelles activités quotidiennes pouvaient être mises en place pour justement bouger au quotidien. Et elle met en avant également les bénéfices que chaque activité peut apporter. Donc là, il n'y en a que 2 d'affichés, bien évidemment, mais si on va sur le lien qui est présent du coup sur le diaporama, il en existe bien d'autres. Pour faire suite également, du coup, l'ARS, pareil, Centre-Val de Loire, met en avant cette fois-ci donc un petit livret, donc cette fois-ci qui fait appel du coup à ces fameuses recommandations en activité physique des 30 minutes, qui est souvent mise en avant. Là, ça propose du coup des activités physiques plutôt quotidiennes, sportives, mais également de loisirs qui peuvent être mises en place. Voilà, le but, c'est vraiment de casser cette sédentarité et d'être le plus actif possible tout au long de la journée et notamment comment on peut les mettre en place sur 30 minutes. Donc déjà, voilà des exemples en fait. Comme disait Perrine, ce n'est pas exhaustif, mais ça montre qu'il y a différents types de supports qui peut être apportés.
Du coup, pour la suite, là, on est un peu plus sur des ressources en fait pratico-pratiques finalement. Là, on voit que notamment sur votre gauche, on voit un petit livret atelier équilibre. Donc là, on est plus sur de la proposition directe d'exercices d'équilibre finalement à mettre en place. Donc, bien sûr, c'est marqué à domicile, mais pourquoi pas finalement le décliner et le mettre en place bien dans des EHPAD. Et finalement, il faut voir ça comme, comme un outil que celui qui est chargé de mettre en place l'activité physique au sein des EHPAD peut utiliser. On a également nos amis de Montréal de santé publique qui ont développé finalement un peu un format vidéo finalement, on peut changer un peu de format. Et donc et qui est développé sur cinq adaptations. Donc bien sûr, si la personne a beaucoup de limitations fonctionnelles, si elle a des aides techniques, si elle arrive à monter les escaliers, si finalement elle est alitée, si voilà, donc vraiment toute déclinaison, si elle est très active, et donc voilà, d'autres formats aussi différents. Et donc, pour faire suite, donc là, on a évoqué un peu plus les ressources, on va dire, pédagogiques et informatives, mais on a également bien tout cet écosystème finalement d'organismes qui proposent en fait des programmes d'activités physiques sportives, donc à destination de notre public concerné, qui sont ici donc les personnes âgées. Donc, on peut évoquer finalement qu'il y a des groupements des employeurs. Les groupements des employeurs, c'est plusieurs entreprises, organisations qui du coup se mutualisent finalement leurs compétences pour faciliter l'accès à des professionnels, là dans ce cas en activité physique sportive. Ensuite, du coup, on a les associations. Donc les associations, ce sont des structures à but non lucratif qui mettent finalement en commun leurs connaissances, leurs activités, dans le but ici justement de proposer donc des programmes d'activité physique, les organiser, voire les encadrer avec différents objectifs en fonction de chacune d'elles, que ce soit des objectifs plutôt compétitifs, de loisirs ou de santé. On a également du coup les professionnels en activité physique libéraux. Donc pourquoi on a mis vraiment ça? C'est parce que comme on expliquait justement lors de ces débats, professionnels en activité physique libéraux, ça peut être autant les enseignants en activité physique adaptée que les éducateurs sportifs. Voilà, tout dépend finalement des limitations que rencontre le public âgé, donc bien sûr en fonction des limitations qu'il y a en face d'eux, et qui eux, à eux seuls finalement, proposent des programmes d'activité physique, soit directement s'ils ont leur cabinet, soit ils interviennent à domicile ou dans des structures. On a également finalement du coup les salles de sport santé. Donc elles, ce sont des espaces qui sont équipés et encadrés justement par des professionnels, donc on peut dire des professionnels en activité physique, et qui ont pour but finalement d'améliorer la condition physique et la santé donc de ces usagers. On a également après les fédérations, les comités. Donc là, cette fois-ci, on est sur une plus grande échelle, c'est-à-dire nationale, régionale, mais également départementale, et qui finalement regroupe, coordonne les clubs, les associations, et sous une même discipline. Et c'est un peu eux qui fédèrent justement, qui organisent, qui définissent les règles, les organisations, les compétitions s'il y en a. Voilà, ça représente vraiment la pratique au niveau officiel. C'est vrai que les fédérations, on les voit plus, bien sûr, dans le niveau sportif. Donc, c'est-à-dire plus au niveau compétitif, qui est peut-être un peu moins le domaine de nos seniors, mais il existe des fédérations qui sont vraiment dédiées donc, aux personnes âgées. Et dans la petite bulle fédération et comité, notamment, il y a un lien qui vous permet donc de retrouver, c'est un annuaire de toutes les fédérations françaises. Donc, les clubs qui ont été brièvement évoqués par les fédérations, donc, c'est une structure en fait qui réunit en fait des membres justement autour d'une même activité commune. Bien souvent, ce sont des clubs sportifs qui autour d'une même pratique sportive, que ça peut être le basket, le foot, mais on peut également le retrouver dans d'autres déclinaisons. Et
on a les centres communaux d'action sociale, donc aussi bien dit les CSAS, qui sont eux plutôt des organismes locaux qui proposent des actions sociales, solidaires, à destination notamment des publics fragiles de leurs habitants, donc des habitants de la commune. Et justement, le but, c'est de proposer, de soutenir finalement l'activité physique sportive donc à destination d'un public fragile et dans ce cas des seniors. On a également les maisons sport santé et les DAPAP. Et s'il y a parmi nous des représentants des maisons sport santé ou bien des DAPAP qui veulent intervenir pour justement parler de ce qu'ils font et qu'est-ce qu'une maison sport santé et un DAPAP, je vous laisse la parole. Donc je vois qu'il y a la main levée, c'est Marie. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on Parfait. t'entend. Donc, je me présente très brièvement, Marie Crépet. Je suis directrice adjointe de Sport Axio, qui est une maison sport santé qu'on retrouve sur le département du Rhône. Nous, on est une maison sport santé. Je vous propose juste de parler assez brièvement de ce qu'on fait pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, tout d'abord, les maisons sport santé, on s'occupe de toute la coordination territoriale en sport et en santé. Donc, on permet de faire le lien entre les professionnels de santé et les professionnels de sport. Et en fait, on a toute la connaissance du territoire sur le secteur sport-santé. Donc, ce qui nous permet notamment de pouvoir informer et sensibiliser, notamment les responsables référents APS. Donc, par exemple, en fonction des publics que vous avez dans vos structures, on pourra vous orienter s'il vaut mieux un enseignant APA pour faire des séances, un BPGEPS, etc. En fait, nous, on a une connaissance et une vue d'ensemble sur le secteur sport-santé et notre objectif premier, une de nos missions, c'est d'orienter et d'informer les personnes. Donc, c'est la première mission des maisons sport santé. Ensuite, on peut avoir un rôle de formation et de soutien pour les référents APS. Et bien évidemment, on a aussi un rôle, on réalise des bilans d'activité physique adaptée. On peut également mettre en place des parcours d'activité physique adaptée. Donc, toutes les maisons sport santé doivent réaliser ces missions-là. Donc, ce que je vous propose, je me permets de mettre le lien des cartes des maisons sport santé de la région. Et comme ça, s'il y en a certains qui veulent voir des maisons sport santé proches de chez eux, pour leur poser des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment dans le rôle des maisons sport santé d'informer les personnes qui en ont besoin. Eh bien, merci Marie. Est-ce qu'il y aurait parmi nous quelqu'un qui voudrait évoquer les DAPAP? Sinon, bien, je les évoquerai brièvement. Bon. Il me semble qu'il n'y a aucune réaction. Du coup, finalement, pour les DAPAP, donc les dispositifs d'accompagnement vers la pratique d'activité physique, donc c'est un ensemble finalement de mesures et de services qui sont coordonnés dans le but d'orienter, d'encadrer et de soutenir finalement la personne qui a des besoins spécifiques et pour justement faire en sorte de l'intégrer progressivement dans une activité physique adaptée et bénéfique finalement pour leur santé. Voilà, tout un accompagnement, leur proposer directement de l'activité physique sportive qui lui correspond au mieux. Et je pense qu'on peut passer le relais à Perrine. Justement, ça fait le lien avec ce que Madame Crépet disait, donc sur le portail des maisons sport santé qu'on avait effectivement prévu de vous présenter. Donc voilà, il se présente de cette façon. On peut rentrer justement la zone géographique sur laquelle on se situe pour identifier les maisons sport santé qui ont été reconnues proches de notre structure. Donc, il y a ce portail-là qui effectivement a été partagé dans le chat. On voulait vous présenter également le portail régional du sport santé bien-être Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui vous permet vraiment de référencer ou du moins d'identifier toutes les infrastructures, toutes les structures qui proposent de l'activité physique autour de chez vous également. Voilà, sur le portail, on peut bien rentrer le type de structure qu'on recherche, l'âge du public, le type d'activité, etc., ce qui vous permettra du coup d'affiner votre recherche et d'identifier du coup des partenaires avec lesquels vous pourriez travailler. Donc, c'est vraiment un portail qui est assez
large dans le sens où vous pourrez trouver plein de structures ressources proches de chez vous sur lesquelles vous appuyez pour justement développer cette pratique d'activité physique et sportive. Un autre portail, c'est le portail pour les personnes âgées.gouv.fr qui vous permet de référencer l'ensemble des EHPAD qui se situent sur votre département. On a souhaité donc mettre ce portail en lumière autant pour du coup les acteurs externes aux EHPAD, mais aussi pour les EHPAD entre eux, parce que mine de rien, des fois, il y a des synergies qui peuvent être faites, des types d'activités physiques inter-EHPAD qui peuvent être réfléchis et mis en place. Donc voilà, vous pouvez aussi vous tourner sur ce portail-là pour identifier les EHPAD par département, par commune, vraiment en tout cas par la localisation voilà, de ces établissements. Donc vous pourrez retrouver aussi ce portail sur le diaporama. On passe sur des ressources qui sont plus maintenant des dispositifs d'appui, vraiment des ressources sur lesquelles on peut aussi s'appuyer, mais qui cette fois-ci n'interviendront pas au sein des EHPAD. Je te laisse les détailler, Solène. Oui, alors très rapidement, hein, parce que un peu moins la cible de fait, mais ayez conscience quand même que les caisses de retraite, notamment, et les groupements interrégimes proposent aussi des ateliers collectifs autour de l'activité physique. Pareil, il y a une plateforme qui est très bien faite pour se géolocaliser et voir quelles sont les activités à proximité de soi, ou peut-être que certains résidents en fait pourraient bénéficier de ces activités. Donc je vous invite à aller jeter un œil à cette plateforme, hein, qui vraiment permet d'avoir une vision fine sur la dynamique aussi en termes d'activité physique pour les personnes âgées autour de l'EHPAD dans lequel on se trouve. Ensuite, on a mis aussi sur la diapositive d'après un dispositif qui peut être lui aussi soutien dans la mise en place de la pratique d'activité physique, hein, vraiment pour rebondir sur aussi les commentaires. Je crois que au-delà de cette lutte des territoires professionnels, je crois qu'on est tous réunis aujourd'hui dans cette volonté de promouvoir l'activité physique quelle qu'elle soit en fait dans les structures. Et typiquement, il y a notamment ce service civique solidarité senior qui se déploie de plus en plus depuis plusieurs années et qui propose à des jeunes de réaliser des visites de convivialité, initialement à domicile ou en EHPAD, qui peuvent aussi à un moment donné être voilà, un soutien aussi dans la mise en place d'activités pour des structures qui n'auraient pas forcément les compétences initiales en activité physique adaptée. Et puis, enfin, vous parlez ensuite de pistes de financement possibles de l'activité physique dans les EHPAD. Il y avait une question, hein, qui demandait ce que l'ARS pouvait faire. Alors, typiquement, depuis 2022, il y a un appel à candidature annuel que vous avez certainement vu passer, qui est destiné à renforcer les actions de prévention, notamment autour de la prévention des chutes et donc de la promotion de l'activité physique en EHPAD ou à domicile via les SIAD. Là, typiquement, c'est l'opportunité de mise en œuvre d'actions collectives de prévention. Typiquement, le bilan des actions financées en 2022 montre bien que plus de la moitié des actions reposaient sur l'activité physique adaptée, puisque 63 actions soutenues. Donc voilà, vous dire que c'est aussi un levier qui peut permettre de mettre en place concrètement des séances d'activité physique dans les structures. Et puis qu'il y a un autre levier financier majeur, qui est celui des conférences des financeurs, maintenant des commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, via la CNSA et les conseils départementaux, qui annuellement, pour la plupart, hein, donc dans chaque département, permet chaque année de financer des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie, pour les personnes de 60 ans et plus,
la cible première est les personnes vivant à domicile, mais en fait, on se rend compte que par ce biais-là, il y a des actions qui peuvent être aussi financées pour les EHPAD qui se mettraient en relation justement avec une structure du quartier ou autre. Donc là, on vous a mis un petit aperçu des appels à projets, notamment en cours ou qui viennent de s'achever dans certains des départements. On fait une veille, nous aussi, finalement, sur ces appels à projets. Donc, on vous communiquera les dates de ces prochains appels à projets. Mais voilà, sachez que ça peut aussi être une piste, en tout cas, quand il y a une réponse commune entre un EHPAD et une structure du quartier ou un intervenant extérieur pour mettre en place de l'activité physique dans les structures. Donc, pour faire suite à ces leviers de financement que finalement Solène a abordés, on retrouve également les collectivités territoriales qui, elles, quant à elles, peuvent proposer un soutien financier. Donc, ça peut être votre commune, votre département. Et on a également les fondations qui, elles, peuvent également aussi proposer de manière ponctuelle un soutien financier donc, aux EHPAD. Donc, on a fait un rapide un zoom sur certains outils, certaines ressources disponibles. Voilà, s'il y a des besoins, s'il y a des manques, il me semble que j'ai vu aussi passer dans le chat par rapport au temps de travail et comment ils pouvaient être financés, etc. Donc, c'est vrai que c'est des choses, en tout cas, auxquelles vous pourrez prétendre par rapport au levier de financement pour justement avoir des postes ou du moins développer cette pratique d'activité physique. Voilà, donc nous, on a terminé pour cette présentation. On voulait aussi vous proposer, vous présenter en tout cas les échéances à venir et les événements en tout cas qu'on allait vous présenter là du moins sur fin 2025. Donc on a prévu d'organiser des demi-journées qui se passeront cette fois-ci en présentiel pour justement faire du lien et se rencontrer entre acteurs. Donc on a prévu ces demi-journées par secteur parce qu'effectivement on a découpé donc la région nous par département et par localité. Donc le secteur ouest de la région qui regroupe tous les EHPAD et tous les acteurs du Cantal, de l'Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Allier, ça sera le jeudi 4 décembre à Clermont-Ferrand. Le secteur centre, donc, qui regroupe la Loire, Rhône, Drôme et Ardèche, ça sera le mardi 9 décembre à Lyon. Et le secteur est de la région, ça sera Isère, Savoie, Haute-Savoie et Ain, le 2 décembre à Chambéry. Donc, on vous propose, pour l'instant, on est en train de finaliser le planning, l'organisation de ces demi-journées. L'idée, c'est vraiment de vous présenter du contenu, de vous proposer du contenu qui colle à vos besoins et à vos attentes, qui n'auraient pas été comblés justement lors de ce webinaire ou pour qu'on puisse les approfondir. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se regrouper sur des matinées, donc 9h-14h. On va vous proposer des conférences, des mises en pratique, des tables rondes, des échanges de pratiques. L'idée, voilà, vraiment, c'est de coller aux besoins pour qu'on puisse répondre autant que faire se peut vraiment à vos sollicitations. Voilà sur les échéances à venir. Je vous mets en même temps, en parallèle, un petit questionnaire de satisfaction qui, à la suite duquel vous pourrez, les échanges bien sûr, mais je vous mets également un petit juste le questionnaire de satisfaction à la suite duquel vous pourrez justement nous faire part des manques ou des suites que vous aimeriez qu'on aborde justement dans ces journées en présentiel. Donc n'hésitez pas à le compléter et si d'ores et déjà vous avez des interrogations, voilà, faites comme Eva, faites comme Mégane, n'hésitez pas à lever la main et puis on pourra en échanger. Donc je vous laisse la parole maintenant et compléter vos besoins, vos envies sur le questionnaire 6 juin. Ouais, moi Je vous c'est Mégane, écoute. je voulais juste rebondir justement sur le temps de travail, où du coup on a beaucoup abordé le côté d'arriver à mettre l'activité physique au cœur des établissements, de trouver des moyens de mettre des séances en place, mais au niveau vraiment du rôle du référent APS,
est-ce qu'il y a la possibilité, donc par le biais des ARS ou d'autres organismes, qu'il y ait des budgets qui soient alloués aux établissements pour qu'on puisse obtenir du temps de travail supplémentaire en tant que salarié qui prendrait éventuellement cette casquette de référent APS? Parce que souvent, on a plusieurs rôles. Moi je suis ergothérapeute mi-temps sur un EHPAD et à 40% sur un autre, avec une casquette aussi d'animatrice en prévention des risques professionnels. Et c'est vrai que souvent, on est multicasquette, mais on n'a pas forcément de temps supplémentaire à louer. Est-ce que dans le cadre de ces projets-là, c'est des éléments auxquels on pourrait prétendre? Justement, si. Ouais, Solène, je vois que tu Non, 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 mais complètes. j'allais interroger, sinon, je ne sais pas si l'ARS est encore là, si vous voulez répondre, Marguerite. Vous pouvez reposer la question? Je me posais la question s'il y avait la possibilité, quand on est salarié en structure, j'ai expliqué que souvent on était à temps partiel. Moi, je suis ergothérapeute à mi-temps sur un EHPAD et à 40% sur un autre. Et j'expliquais que souvent on avait multiples casquettes sans forcément de temps supplémentaire qui nous est alloué en termes de temps de travail. Je voulais savoir si par le biais de l'ARS ou d'autres agences, c'était possible que les établissements obtiennent des budgets pour pouvoir augmenter le temps de travail de leurs salariés. Alors non, malheureusement, c'est pas prévu. Et en plus, les établissements, quand même, depuis plusieurs années, ont une autonomie d'affectation du temps de travail des personnels. Donc la tutelle ne va pas aussi en détail dans la gestion directe des établissements. D'accord. Merci. Je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat qui partagent des expériences, qui se posent des questions. L'occasion de ces temps en présentiel par territoire donc, permettront aussi de partager, de faire en sorte qu'il y ait des rencontres et aussi peut-être de communiquer sur des expériences voilà, qui auraient fait la preuve, on va dire, de leur succès, de leur efficacité. Il nous reste 2 minutes. Moi, j'ai une autre question. Oui. Là, vous nous avez beaucoup présenté des outils et des ressources pour orienter les résidents ou le public senior vers la pratique d'activité physique, mais est-ce que vous avez des ressources justement pour les professionnels de l'activité physique? Je vais parler en mon nom d'enseignante APA. Je vois que sur le chat, il y a l'impression que je ressens pas mal de frustration de la part de plein d'APA et de la légitimité de notre métier, mais sur un cadre juridique ou réglementaire qui existerait sur la mise en place justement des APS au sein des EHPAD. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune ressource ou cadre institutionnel qui existe pour mettre en place, on va dire, du mieux possible dans la structure l'activité physique ou pas? Parce que j'ai l'impression que est-ce que ce regroupement-là aujourd'hui va nous permettre aussi d'y voir plus clair dans la mise en place concrètement de notre métier dans les structures ou pas? Parce que Est-ce que moi, je peux répondre? Allez-y, Marguerite. Alors, en fait, ce décret est pour nous l'opportunité de rendre visible en fait l'activité du référent activité physique et sportive. Peut-être qu'il existe déjà de manière informelle avant la publication de ce décret, et ça permet de légitimer cette pratique et cette animation qui doit avoir lieu au sein des établissements. Après, en ce qui concerne la ressource humaine pour le développer, on n'a pas une enveloppe avec des budgets pour allouer des postes pérennes au sein des EHPAD. Par contre, l'appel à candidature annuel lancé par l'ARS sur des actions de prévention, et à très juste titre, Solène nous a montré qu'en 2022, ça touchait plus de la moitié de l'enveloppe allouée. Cette année, dans le cahier des charges 2025, on a bien rajouté une mention de la nomination du référent activité physique et sportive. Et pour avoir échangé avec la collègue qui a fait la synthèse de l'instruction il y a 8 jours, elle m'a expliqué qu'il y avait quand même des projets où l'EHPAD n'avait pas inscrit dans son dossier de candidature le nom du référent activité physique et sportive. Donc je pense qu'il y a une culture qui doit se développer au sein des établissements. Et dans les notifications de crédit qui seront effectuées, il y aura bien une mention indiquée l'établissement fournira ou
fournira le nom du référent activité physique et sportive pour permettre notamment au gérontopôle d'enrichir le groupe de référents qu'il faut animer pendant 2 ans. Donc, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement externe. Et puis pour nous aussi, et puis pour les directeurs d'établissement, asseoir cette modalité de prise en charge, une modalité à part entière et pas uniquement je fais de l'animation tous les jours dans une salle avec les résidents qui ont plus ou moins des capacités motrices. Voilà. Donc je pense que c'est une certaine reconnaissance. On n'a pas tous les leviers. Si on avait les leviers financiers pérennes, nous nous en réjouissions, mais nous ne les avons pas. Écoutez, je vous propose de conclure sur ce webinaire. Vous remercier tous de votre participation nombreuse. Comme indiqué, nous vous ferons passer par mail en fait, dans la semaine l'ensemble du diaporama où vous retrouverez nos coordonnées notamment. N'hésitez pas, justement, on a entendu aussi ce besoin peut-être d'y voir plus clair sur des aspects réglementaires et de cadrage de la pratique d'activité physique. Donc, on pourra aussi peut-être aller plus loin sur ce sujet et du coup vous apporter des réponses en fin d'année à l'occasion de ces regroupements en présentiel qui seront peut-être aussi plus concrets pour chacun. Merci encore pour votre participation et à très bientôt à tous.